cas d'amour. Podcast. Buffet numéro 1. Plat numéro 2. Le syndrome du cœur brisé ou syndrome de Takotsubo. Dans ce dernier plat de ce premier buffet, découvrons ce syndrome délicieusement douloureux et dégustons ensemble. La cause du problème et la supposée trahison ne sont peut-être pas là où le discours officiel de l'amour les a toujours identifiés. Comment et pourquoi un cœur se brise? Qui en est responsable? Coupable ou victime? Quelle en est la cause? Bonne dégustation. Est-ce que tu veux parler de ce syndrome du cœur brisé, le syndrome de Takotsubo, et raconter un peu comment tu as vécu l'écoute de certains podcasts qui traitent ce problème de façon romantique, justement, ou dans le cadre de l'amour romantique? Pour reprendre, effectivement, on peut aller jusqu'à ce syndrome du cœur brisé, donc qui est pour moi un des symptômes d'une croyance excessive dans l'amour romantique, qui n'est pas un symptôme de l'amour romantique, qui est un symptôme de la croyance dans l'amour romantique. Ah oui, belle nuance. Parce qu'elle instaure un certain moule. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort de ce moule-là, ça brise le moule. Et c'est ça qui est le cœur brisé, c'est le moule qui est brisé, en fait. Hein. C'est une trahison qui est... bref, je vais revenir après sur ce plan-là. Mais effectivement, pour reprendre, il s'agissait de l'écoute d'un podcast, une série de podcasts qui sont très instructifs à certains points de vue, sur différents sujets. C'est le podcast La maladie d'amour. Louis Média, que j'ai vécu de façon assez négative, on va dire. C'est l'épisode qui s'appelle « Peut-on mourir d'amour ?» Voilà. Pour la référence. Pour la référence, effectivement, pour « Peut-on mourir d'amour ?» Alors, bon, après coup, je trouvais que le titre était vraiment très, très ambigu, mais plus que le titre, son contenu était très, très ambigu. Parce que il fait référence à l'idée que il part déjà du présupposé que l'on peut mourir d'amour, évoque, donc pour resituer le personnage qui raconte son histoire, la personne vit un stress professionnel lié à la suppression de son poste. Dans un contexte de pandémie, dans un contexte de pandémie, suivi d'une situation un peu délicate avec son conjoint, en tout cas un éloignement de présence, un éloignement dans sa présence, dans sa famille, avec son conjoint et son enfant. Donc son conjoint, suite à un séminaire, je crois qu'il avait fait, s'écarte un petit peu et elle va checker le portable et trouve des éléments qui lui font dire que son conjoint a une relation extra-conjugale, mais comme on est dans une période de fête, elle ne peut pas lui en parler, elle ne souhaite pas lui en parler pour pas abîmer ce moment de fête familiale, et donc elle garde en elle cette situation pendant plusieurs jours. Suite à ça, donc, elle se met à avoir des essoufflements quand elle fait des efforts, etc. Donc, et son conjoint commence à prendre soin d'elle de façon importante parce qu'elle en parle avec lui. Et ça génère encore plus de stress. Donc la séparation, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, ça est évoqué les questions de la séparation, de la responsabilité, tout ça. Alors que lui dit que c'était une passade et que c'était à elle qu'il tenait, etc., etc. Donc, on est vraiment dans l'expression pure de l'amour romantique.
Et elle, donc, apparaissent les premiers symptômes de Syndrome. de cette arythmie cardiaque qui est liée à une accumulation de stress qui bloque une partie du muscle cardiaque et qui l'empêche de fonctionner normalement. Et ce symptôme-là est japonais Takotsubo et qui s'appelle dans notre société occidentale le syndrome du cœur brisé. Donc, cet homme-là a brisé le cœur de sa partenaire, tel que c'est exprimé dans le podcast. Et on pourrait nommer ça tout à fait autrement. On pourrait nommer ça, ça serait long, mais ça pourrait être le syndrome de la non-capacité à contenir les émotions négatives, sentiments de trahison et stress, provoqués dans une relation dite d'amour avec quelqu'un d'autre. Si on part de l'idée que elle se sent trahie parce qu'il y a un contrat qui a été rompu et qu'il y a eu mensonge et trahison, ce n'est pas l'amour qui l'a fait défaillir, c'est une faille dans le contrat, dans la confiance et dans la fiabilité de ce monsieur. C'est tout à fait autre chose. Et c'est l'effondrement de ce sur quoi elle a misé dans cette relation, c'est-à-dire cet amour romantique qui fait que on s'aime, donc tout va bien. Sauf que là, l'humain reprend ses droits et que son conjoint, qui est dans une phase peut-être de moins d'être en connexion avec elle, a croisé quelqu'un avec qui il a senti une forte connexion et puis il a vécu quelque chose avec cette personne-là qui vient par indiscrétion aussi. Il y a la recherche de l'information par elle, par indiscrétion jusqu'à sa connaissance. J'irai plus loin, tu parles d'indiscrétion et je suis d'accord. Et je pense que sur ce point-là, il faut rappeler aussi que c'est un acte grave d'intrusion, d'aller fouiller dans le portable de son conjoint. Le conjoint ne fait pas partie de soi-même. C'est pas comme il y a pas mon bras, ma jambe et mon conjoint. Et je vais dans son téléphone comme je vais me servir dans le frigo. Et c'est interdit par la loi. Sauf dans l'amour romantique. Voilà. Sauf dans l'amour romantique, parce que dans l'amour romantique, on partage tout. Exactement. Donc tu n'as pas à mettre un code à ton téléphone et ton téléphone est forcément accessible dans l'amour romantique. Oui. Puisque on part sur une croyance, une illusion de forte complicité de passion. Mais là, il y a rien qui va. Donc lui, il a rompu le contrat. Elle est hors la loi en regardant son téléphone. Donc, ça glisse tout de suite dans un grand n'importe quoi où on confond tout et on dit qu'elle a le cœur brisé par amour. Et en fait, c'est parce qu'ils ont construit une modalité de relation qui les a poussés à la catastrophe, tout simplement. C'est ça. À la catastrophe affective. Il s'agit d'autre chose. Parce qu'elle a pris sur elle, Elle a pris sur elle, mais le pire, c'est que tous les deux, ils essayent de bien faire. Absolument. De respecter le contrat, puis ils n'y arrivent pas, donc ils composent, puis après ils essayent de se racheter, et on est dans une espèce de marée de souffrance où on ne sait plus comment se positionner. La confiance ayant été brisée à un moment, on essaye de reconstruire quelque chose. Donc elle le dit même dans son podcast, c'est-à-dire au bout d'un moment, elle a arrêté d'être malade de ce syndrome du cœur brisé à partir du moment où elle l'a décidé. Elle dit clairement, elle dit le jour où j'ai pensé qu'il fallait que je me reconstruise, j'ai arrêté d'avoir cette arythmie cardiaque. Quelque part, elle a retiré le stress au fond d'elle, comme si c'était quelque chose, une forme aussi quelque part de moyen de pression sur la relation. Oui. Et c'est là où je voulais en venir à la question de la manipulation et du pouvoir. Et ce qu'on disait avant de lancer l'enregistrement, tu me parlais de ça, de ta sensation de malaise à l'écoute. Et je t'ai demandé si tu trouvais que dans sa maladie,
soi-disant maladie, il y avait une forme de manipulation, bien sûr, inconsciente et qui passe par le corps. Tu avais l'air d'être d'accord avec ça. Ah ben, clairement, en tout cas, moi, lui, il a rompu le contrat. Elle a géré comme elle a pu avec les outils qu'elle avait. Elle a préféré protéger sa famille, elle a préféré prendre du temps pour en parler, etc., etc. Tout le monde lui disait, non mais comment tu fais? Moi j'aurais déjà explosé, etc. Donc elle a pris sur elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas géré la situation, elle l'a enfouie et elle a créé ce symptôme en elle. C'est pas son mari enfin son conjoint qui lui a brisé le cœur. Non, juste, c'est ça qu'on dit et c'est ça qui est un peu peut-être choquant dans nos propos, c'est que ce n'est pas lui qui lui a brisé le cœur, ce n'est pas l'amour qui l'a rendu malade, c'est le système dans lequel on vit nos relations qui nous pousse à interpréter et même à ressentir d'une certaine façon des choses qui sont somme toute banales, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que son désir à lui se balade comme le désir de n'importe qui. Tout à fait. Parce que aimer quelqu'un et vouloir construire une histoire de famille, d'amour avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on va désirer cette personne et que cette personne-là qui est Toute unique notre et vie. parfaite et complète toute notre vie pour l'éternité parce qu'on est fait l'un pour l'autre et qu'on est des moitiés qui se complètent. Donc là, on retrouve aussi les valeurs et les injonctions de l'amour romantique et comment on n'arrive pas à se débrouiller de ça quand le désir commence à se balader, ce qui est une réalité de tout un chacun, d'humain, de l'espèce humaine. Dans cette société, en ce moment de l'histoire humaine. C'était peut-être pas comme ça partout, tout le temps. Il me semble que si, non? Que le désir se balade, oui. Moi, je pense que ça, c'est la seule chose qui est éternelle et universelle. Qu'on essaye de faire rentrer ça dans des cases de ces façons précises, oui, ça nous appartient en tant que société et c'est situé dans le temps, oui. Mais le fait que le désir se balade et que l'amour est une décision, parce que l'amour n'est pas un sentiment, le désir de construire une relation avec quelqu'un à partir de l'amour, c'est une décision. C'est tout à fait autre chose. C'est pour ça qu'il y a de tels mélanges de couches. C'est une décision basée sur un paradigme, basée sur un modèle de croyance. Donc, et quand t'as pas d'alternative qui est proposée, tu prends celle-là et t'essayes de bien la faire. Et plus tu la fais bien, et pire c'est. Et pire c'est ce qu'on essaye de dire, qu'ils essayent de bien faire avec les outils qu'ils ont, tous les deux. Ils essayent de prendre sur eux et de voir où est-ce qu'ils ont pu avoir des failles, etc. Mais ça ne peut pas marcher parce que tout est pris dans une façon de penser qui est individuelle et sans questionnement du modèle. Tout à fait. Et là c'est là qu'on s'enfonce. Je pensais aussi à un autre sujet par rapport à ce même podcast, c'est le titre. Donc, tout à l'heure, j'évoquais le truc qui était ambigu. Le titre est ambigu. Alors, pourquoi je trouve que le titre est ambigu? Je trouve que le titre est ambigu parce qu'on dit « Peut-on mourir d'amour ?» Dire grosso modo, peut-on mettre fin à peut-on quelque part, est-ce que l'amour peut engendrer la mort? On pourrait poser une question, est-ce qu'on peut tuer par amour? Ça veut dire quelque part, on justifie le fait qu'on puisse mourir d'amour et que c'est même beau. Et c'est pour ça que moi, quand on parle de folie, vis-à-vis de l'amour et de l'amour romantique ou des états amoureux, ça me fait très très peur. Que je pense que tout ça c'est aussi lié à l'amour romantique. Ah, soyons fous, ou je suis rentrée dans un état de folie qui est recherché et valorisé, et c'est extrêmement dangereux de ne pas mettre un peu de froideur et un peu de raison dans ce qu'on peut ressentir. On peut se laisser aller à son ressenti extrêmement profond de perte de limites, d'idéaliser une personne. Pourquoi pas? On peut fondre à l'intérieur, on peut même fondre ensemble. C'est des moments de fusion qui peuvent être vraiment extraordinaires et que je suis contente d'avoir vécu, que je souhaite à tout le monde, mais qu'il faut savoir aussi situer, comprendre, décoder et compenser.
C'est trouver un équilibre. Bah, disons que quand tu vis ces moments-là, l'autre n'est que l'objet de ce qui te permet de vivre ça. Et quand l'autre, il est Il plus déçoit. dans le jeu, Mm. parce qu'il déçoit, parce qu'il trahit, parce qu'il n'est pas à la hauteur, parce que ceci ou parce que cela, tu as deux solutions. Soit t'as préparé la chose, tu t'es préparé à cette conclusion de cette passion, et dans ce cas-là, tu peux t'en sortir avec certainement un peu de dégâts, ou même au passage, des colères, des nuits, des insomnies, des moments très difficiles à passer sur le plan de la santé, ou à l'inverse, sur toi-même, par la forme la plus extrême, qui peut être, ça peut être le syndrome des maladies plus graves, comme le syndrome du cœur brisé, mais ça peut être aussi le suicide. Mhm. Et dans l'autre sens, ça peut être l'agression, ça peut être la violence, le harcèlement, jusqu'à la mort. Mhm. Tuer l'autre. Donc l'amour romantique, c'est beau, mais sa limite, la limite de l'amour romantique, en fait, il est dans le partage Mm. de ce moment-là et la préparation à la fin de cet amour romantique. Et je pense aussi que quand ça tombe dans la violence, ce n'est pas à cause de l'amour, c'est à cause de ne pas pouvoir contenir des émotions très fortes provoquées par des déceptions, des trahisons, un modèle qui s'effondre et qui a ses failles et l'autre qui change dans notre perception. Ça, ce n'est pas par amour, c'est parce qu'on n'a pas le bon modèle pour décoder et on n'a pas un appareil psychique capable de contenir des émotions fortes. Mmh. Donc, c'est finalement presque un problème d'éducation émotionnelle. Mmh. À l'école, on n'apprend pas, ou en famille, on n'apprend pas aux enfants à gérer leurs émotions, à contenir les émotions négatives, à les transformer. Et après, donc, on tombe dans des modèles comme ça, où l'autre, il m'a provoqué ceci ou cela, et je vais mourir d'amour, ou je vais tuer par amour. Mais en fait, il y a des chaînons manquants dans ce raisonnement-là. Ce n'est pas par amour, c'est parce que je ne gère rien du tout à l'intérieur de moi. L'autre, il y est pour rien, presque, parce que l'autre, il est juste un humain qui peut me trahir, qui peut avoir des failles. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste que l'autre, il est décevant par nature. Mais il peut mourir. Hein. Et il peut si mourir. l'autre meurt, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et que moi, je ne peux plus vivre ma passion parce que l'autre est mort. Il s'est fait écraser par une voiture en sortant dans la rue. Je n'existe plus. Et il y a beaucoup de couples où le conjoint décède rapidement derrière la mort et de mort naturelle. Hein. C'est pas le suicide. Hein. C'est parce que l'équilibre était basé sur cette fusion. Et sur une forme de codépendance. Et une forme de codépendance. Qu'on va traiter. Donc là, on met des pistes sur plein de sujets intéressants. Alors, tu as abordé la dépendance, la codépendance, et on abordera ce sujet-là. Aussi de violence, on va parler aussi de la question de la jalousie, qui est très liée aussi à l'amour romantique, puisque dans l'amour romantique, être jaloux fait partie des signes, des critères d'évaluation de l'amour que l'on peut avoir, qu'on peut, en tout cas, par rhétorique, dire que l'on est jaloux, ça veut dire qu'on aime. Alors que non, on aime son amour, mais on n'aime pas l'autre. Si on aimait l'autre, on voudrait qu'il soit heureux. On n'en serait pas jaloux. On a peur de soi-même. Donc, il serait un autre sujet, la jalousie. Et il y a un autre sujet autour de la question d'un contrat possible. Parce qu'on démonte tout ça, mais qu'est-ce qu'on construit? Et quelle est notre proposition aussi? Parce qu'on a beaucoup réfléchi aussi à quel est notre contrat, qu'est-ce qu'on a envie de partager, dans quel cadre, quelles limites, quelle disponibilité. Qu'est-ce qu'on fait si ça change? Si le sentiment change à l'intérieur de l'un ou de l'autre, si on a plus ou moins envie de partager des choses,
comment on peut le faire évoluer aussi, Ouais. ce contrat. Et à quoi on s'engage. Effectivement, c'est bien beau de critiquer l'amour romantique et Mm. le cadre dans lequel il s'exprime aujourd'hui, hein, qui, faut le rappeler quand même, est le business de l'essentiel des journaux, Paul, Mm. euh, mais aussi de tous les romans d'amour, de la majorité des films, les romances, etc. Donc, qui, quelque part, génèrent des émotions que l'on peut apprécier. Moi aussi, j'apprécie de verser une larme quand il y a des émotions romantiques dans un film. Je ne le renie pas, mais en étant conscient, effectivement, l'élaboration, en tout cas, d'un contrat qui peut paraître quand même aromantique pour le coup. Mm. Élaborer un contrat, ça paraît aromantique. Ça l'est d'une certaine façon, Oui. parce qu'on met de la raison sur quelque chose qui est l'ordre du sentiment ou de l'émotion. Mais par contre, ça crée quelque chose de plus solide, durable, respectueux, Mm. moins Mais violent, plus tendre et moi je trouve plus aimant. mm. Mais si le but ultime de l'amour romantique, c'est le mariage, il y a cette contradiction-là aussi au sein du modèle de l'amour romantique. Cette contradiction contrat entre, oui, Ouais. entre le romantisme et l'aromantisme, L apostrophe aromantisme du contrat. Un contrat de mariage c'est quelque chose de très paradoxal. C'est à la fois le but ultime de l'amour romantique et quelque chose de très froid et qui a plus un rapport à la loi et aux obligations Oui, mais il qu'à l'envie de partage. contient les termes de l'amour romantique. Oui, oui, oui. Mais c'est un objet Plus étrange. plus des liens avec le patrimoine financier. Enfin, matériel et financier. Dire que jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour le meilleur et pour le pire, on est quand même sur des trucs bien lourds, quoi, Oui. en termes de contrat. Mm. Et donc, on est dans l'expression maximum de l'amour romantique. On ne peut pas trahir ni être infidèle. On note noir sur blanc quelle est cette norme sociale, amoureuse, romantique qu'il faut suivre. Mais ce contrat est un objet qui est un peu un ovni, tu vois, dans le sens de ça. On essaye, c'est vraiment une espèce de truc hybride où on mélange un peu tout. Tout à fait. L'amour, le désir, l'obligation, le financier. On se demande comment ça pourrait marcher. Ça marche parce qu'on est derrière la norme romantique. Ou ça marche aussi dans la résignation et la frustration. C'est-à-dire que on a signé le contrat, on s'est trompé sur certains espoirs, on s'est un peu trompé sur l'autre aussi qui n'était pas aussi parfait que ça. Mais après, on a signé un contrat et on continue. Oui. Après, c'est d'autres valeurs du système qui opèrent. C'est pas seulement les valeurs de l'amour romantique, c'est des valeurs liées à la famille, à la stabilité, tout à fait, à d'autres choses. Bien sûr. À l'unité de production, qui est la famille aussi. Oui, l'unité de consommation. Chacun sa place. La belle petite unité pour produire et consommer. Donc, il y a beaucoup à analyser, à déconstruire. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Dans ce que j'ai vécu aussi un changement dans les attentes. Ah, mais tu es mon mari, donc ça se passe comme ça. Et moi, ce que je revendiquais, c'est la possibilité de modifier des clauses du contrat. Et ça n'est pas possible. Non. Ça n'est pas possible d'ajuster le contrat. Alors que dans ce que nous, on proposerait comme solution, ce sont des contrats qu'on peut ajuster parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus à l'instant T. Et donc quelque chose de plus souple qui peut correspondre aussi à notre âge, à notre réalité du moment, qui n'est pas la même quand tu as 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60. Bien sûr. Moi, par rapport au contrat, j'ai vécu autre chose, c'est que je croyais avoir déconstruit tout un tas de choses et pouvoir me marier en prenant les avantages du mariage, notamment en ce qui concerne la sécurisation du patrimoine, etc. Et qu'on allait être assez malin
pour ne pas prendre les clauses qui nous plaisaient pas. C'est ça. Et j'ai senti à quel point Prise dedans. j'étais naïve, oui, et rattrapée par le poids du modèle et tout ce qu'il y a derrière. J'ai cru que j'étais plus maligne que le patriarcat et en fait, pas du tout. J'ai senti le poids du modèle en moi parce que même mes attentes se sont modifiées. C'est ça qui est très étonnant. Je pense que c'est ce que j'ai aussi vécu dans le cadre de ma relation, c'est-à-dire que on avait avec choisi de faire un mariage ultra soft. C'était le contrat qui était juste basé sur l'idée de se dire on se marie parce que c'est plus simple. Nous ne sommes pas de la même nationalité. Ça permet d'unifier cette chose-là et dans les liens administratifs et d'implication citoyenne, c'était plus simple d'être marié. Donc on a pris ça. On n'a même pas prévenu. On a prévenu personne. À part on avait nos témoins qui étaient présents. Donc on s'était basé juste sur ça. Sauf que dans la réalité, ça engendre tout un tas d'attentes et ça met à une certaine place vis-à-vis de la société. On reproduit quelque chose de souhaitable, donc on est mis à une place et on attend de nous qu'on réagisse en fonction de ça. Et c'est très genré aussi, les attentes vis-à-vis de ça. Et après, le poids du contrat fait que certaines libertés, on les prend plus. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et ça a été extrêmement pénible. Et je ne peux pas dire que ce soit de la faute de mon conjoint qui ne m'a pas imposé ces choses-là. C'est ça le plus triste. C'est moi toute seule, je suis rentrée comme une grande dans la case avec les limites, les attentes des autres. Pas élaborées, ni pensées, ni consenties par moi. Ouais, mais implicite, implicite et lié à aussi l'ambiance sociale qu'il y a autour de nous et qui nous pousse à ça, parce qu'on a aussi d'autres préoccupations, que c'est pas celle-là qui est prioritaire et que faut bien s'accrocher à quelque chose. Et c'est comme ça qu'il faut, s'habiller. On s'habille comme ça. C'est comme on s'habille de cette robe de l'amour romantique aussi, et ça nous façonne. Ça nous façonne. Alors quand on n'a pas connaissance d'autres façons d'être en relation amoureuse, eh bien, on prend le plus commun qui apparaît à nos yeux. Le modèle préfabriqué. Le modèle préfabriqué, parce que c'est quand même vachement plus simple. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finir sur une note de construction et plus positive ou à partir de là Je trouve que, moi, si je peux donner oui, de toute façon, je donne mon avis, puisque si je peux donner mon avis, mais oui, en fait, je donne mon avis. Je dirais que le romantisme en amour ça donne des cotillons et de la fête dans la vie amoureuse. Et mais ce n'est pas une façon d'être en relation, c'est juste un habillage. D'une relation plus profonde qui peut s'élaborer dans un contrat, une connaissance de soi, une connaissance de l'autre et l'ajustement de l'un à l'autre pour trouver l'espace de rencontre. Et là, on est sur une vraie rencontre. C'est beau. Oui, moi je pense à des types de... vraiment pouvoir déconstruire la façon dont on nous dit qu'il faut aimer, réfléchir à l'intérieur de soi de façon très profonde sur... ce qu'on est capable de donner, ce qu'on attend, si c'est juste d'attendre ça de l'autre ou pas, et créer un contrat sur mesure qui peut être modifiable et qui met au centre la liberté de l'autre, pas parce que je lui octroie cette liberté-là, mais parce que je respecte le fait qu'elle lui appartient. Pour moi, ça, c'est fondamental pour se désaxer un peu. Et puis après, c'est à la carte, c'est en fonction des envies, des besoins, des possibilités, des contraintes, de tout ce qui est déjà là, existant dans notre vie, et qui met des limites, des barrières ou des obstacles à ce qui peut être partagé aussi. On ne peut pas tout jeter parce qu'on est tombé amoureux. Il faut prendre en compte ce qui existe déjà dans nos vies. Et je me rappelle t'avoir dit une chose il y a quelques jours. L'amour romantique
est irrespectueux de l'autre. Mm. Tout simplement parce que on ne respecte pas qui il est, comme il est, avec tout ce qu'il est. Et typiquement, je tombe amoureux, on tombe amoureux l'un de l'autre, mais on tombe amoureux. Mais tiens, puis derrière, il y a des enfants, il y a des conjoints, il y a d'autres. Ce que tu présentes à moi, c'est pas juste l'image que tu me donnes, c'est tout le package. Et ne pas accepter le package, n'est pas aimer. c'est pas aimer. Bien sûr. C'est une illusion. Oui. Bon, voilà. Bon, je voulais pas retomber dans quelque chose de négatif, mais en fait, j'ai pas le choix. Pas qu'aujourd'hui, Non, mais on peut le tourner en positif en disant que aimer l'autre, c'est l'aimer en entier, dans le respect de sa liberté. Et que l'amour romantique peut compliquer la tâche de cet amour tout à fait. plus large ou plus pur, où j'aime tout de l'autre, même le fait qu'il s'éloigne de moi par moments. Ça me fait penser, d'ailleurs, je me rappelle de ça, à l'époque où j'étais avec la mère de mes enfants, j'avais souvent une pensée, quand je rencontrais une femme, que j'avais de l'attirance pour elle et qu'elle avait de l'attirance pour moi, la pensée qui me venait toujours, c'est si aujourd'hui je peux être là, en face de toi, et te plaire, et que tu me plaises, c'est parce que je vis tout ça avec la mère de mes enfants. Si je suis là en face de toi, assis à discuter, à prendre un verre ou n'importe, si je peux faire ça, c'est parce qu'elle est là, dans ma vie. C'est avec elle. C'est avec elle. Bien sûr. Et ça m'a toujours accompagné. Toujours accompagné. Et je pense que personne ne peut l'imaginer, ça, comme ça. Dans le cadre de l'amour romantique, c'est pas imaginable. Parce que là, non seulement tu es sorti de l'amour romantique, mais tu es dans des pensées et des valeurs d'amour pluriel. Oui. Et ça me fait penser à des choses que je t'ai déjà dites aussi, quand on était dans des situations tous les deux, et que je te disais, mais toutes les femmes qui sont importantes dans ta vie, d'une façon amoureuse, sexuelle ou amicale, elles sont là avec nous. Oui, ou même elles si sont pas exclues. Même si elles sont pas présentes dans leur réalité, elles font partie de la construction de qui je suis aujourd'hui. Oui, et de la façon dont tu es avec moi. Absolument. Donc, quelque part, elles sont incluses et il y a une forme de gratitude vis-à-vis de toutes les personnes qui comptent dans ta vie. Mais bon, ça on est déjà dans un autre sujet qui va très loin. Ce podcast vous a plu et vous avez envie d'aller plus loin avec nous dans une réflexion relationnelle accompagnée. Dans ce cas, vous pouvez nous écrire à encasdamour.contact@gmail.com pour un accompagnement individuel à 2 ou plus.